Donc voilà pour ce livre. Je crois que je vais recommencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul dans lequel je vais vous présenter les 16 livres que je me suis procurés ces derniers mois. Alors ces livres, je me les suis procurés de diverses façons, donc ça peut être en braderie, en boîte à livres, également en librairie d'occasion et puis tout simplement à prix neuf dans une librairie standard. Je vous propose de commencer par les livres que j'ai achetés en braderie, c'est mes achats les plus anciens. J'en ai acheté 4, hein, ce sont ceux qui sont là, voilà, que j'ai acheté 20 centimes pièce, donc ça valait carrément le coup. Alors, dans ces 4 livres que j'ai trouvés sur le même étal d'une dame, il y a entre 2 et 3 classiques, il y en a un, je ne sais pas trop s'il est considéré comme un classique ou non. Alors, commençons par les 2 classiques dont je suis sûre. Tout d'abord, un grand classique de la littérature américaine que je n'ai encore jamais lu, et il serait bon quand même d'en prendre connaissance pour ma culture personnelle. Il s'agit de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Et je pense faire cette lecture, qui est une lecture très rapide, hein, c'est assez court, c'est un récit assez court. Je pense faire cette lecture à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais forcément trouver une catégorie dans laquelle le caser, je pense. Donc voilà pour mon premier achat, 20 centimes, voilà. Deuxième classique de mes trouvailles de braderie, c'est une pièce de théâtre française, La Reine morte d'Henri de Monterland. Je n'ai jamais rien lu de lui, je ne connais rien à la pièce, à l'intrigue, rien du tout. J'ai entendu évoquer le titre dans quelques vidéos YouTube, sans avoir pris connaissance de ce à quoi tenait l'histoire en fait, pas du tout. Je me souviens que je l'avais déjà repéré en librairie d'occasion et qu'à chaque fois j'avais hésité à le prendre. J'avais eu l'occasion de lire un ou deux extraits, à chaque fois j'étais tombée sur, il me semble, une réplique de l'Infante. Il y avait quelque chose de l'ordre de la dénonciation de la condition féminine, mais je suis pas sûre de moi, mais c'est dans mes souvenirs de ce que j'avais découvert à ce moment-là. Donc voilà, j'en sais trop rien, ça va être une vraie découverte pour moi. Troisième livre, donc là, cette fois, j'ai pris un petit livre de littérature jeunesse sur le thème de l'Antiquité, qui est un sujet de prédilection pour moi, et il s'agit du Messager d'Athènes d'Odile Woelers. Alors, je m'y suis intéressée en lisant la quatrième de couverture. En fait, ça m'a rappelé un petit peu l'intrigue de base classique qu'on retrouve dans les romans grecs anciens. Bon, j'en ai lu que 2. Aujourd'hui, j'ai lu que Kéréas et Callirhoé, qui a fait l'objet de mon mémoire en master, et j'ai lu aussi Leucippe et Clitophon. Je crois que je me rappelle plus trop de Leucippe et Clitophon, mais je me rappelle assez bien quand même, bien mieux de Kéréas et Callirhoé que j'avais étudié en profondeur. Et je vais vous lire la quatrième de couverture et je vais vous expliquer quel lien moi je fais avec les romans grecs anciens. Et je ne sais pas du tout si c'est une coïncidence ou si c'est parce que l'autrice a lu ces romans-là. Je ne sais pas. À 15 ans, Timoclès ne songe qu'à triompher au gymnase, tandis que sa sœur se révolte d'être enfermée à la maison comme les autres filles d'Athènes. Mais tout, brusquement, va changer. L'exil, un naufrage, des pirates, et aussi leur propre audace, vont les jeter dans de folles aventures à travers la Grèce et jusqu'en Perse. Le trésor des Athéniens sera-t-il au bout du voyage? Alors, ce qui m'a fait penser au roman grec ancien, c'est cette histoire d'exil, de naufrage, de pirates, de folles aventures à travers la Grèce et jusqu'en Perse, puisque dans le roman de Kéréas et Callirhoé, dont l'intrigue est encore très présente dans ma tête, il y a ces éléments d'intrigue-là. Là, on a affaire à un frère et une sœur. Dans les romans grecs anciens, c'est toujours, il me semble, l'histoire d'un couple. Donc, dans Kéréas et Callirhoé, on suit les premiers temps d'un couple. Voilà, Kéréas qui est l'homme, Callirhoé la femme. À un moment donné, la femme passe pour morte. On va donc l'enterrer. Alors, on l'enterre pas sous terre, mais on l'enterre, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, elle est mise, voilà, dans un mausolée, je crois que c'est ça qu'on dit, et elle est accompagnée d'énormément de trésors en fait, des bijoux, de la vaisselle précieuse, etc. Et comme ils sont au bord de la mer, des pirates voient la scène se passer et voient toutes les richesses qui sont mises dans ce mausolée. Donc la nuit venue, eh bien, ils décident de piller ce mausolée. Sauf qu'en pillant ce mausolée, ils se rendent compte que la femme n'est pas morte. Et pour eux, c'est un trésor en soi, puisque les pirates eh bien, pratiquent le commerce humain. Et donc ils vont l'enlever, et donc elle va se retrouver sur le navire des pirates, et elle va être vendue au loin à un monsieur qui va se marier avec, etc. Et donc toute l'intrigue, ça va être le mari qui apprend qu'en fait sa femme
est vivante et il va traverser également, il va voyager pour essayer de la retrouver à travers toute la Grèce et dans les pays alentours. Donc ça c'est l'histoire du roman grec ancien et c'est pour ça que j'ai fait un lien assez naturel avec cette petite histoire, je sais pas, avec cette histoire de littérature jeunesse. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de le prendre. Et enfin, un dernier, je ne sais pas si on le range dans la catégorie classique, il s'agit de Le silence de la mer de Vercors. Alors je connais l'histoire du silence de la mer parce que j'ai vu durant mon adolescence un téléfilm que j'avais beaucoup aimé et qui est une adaptation de ce roman. Ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément durant l'occupation des Allemands en France. Les habitants d'un village sont contraints d'accueillir des Allemands dans leur maison. Et donc là, on suit l'histoire d'une famille qui va abriter un Allemand. Et plus précisément sur une histoire d'amour entre l'occupante et l'Allemand, en sachant que le silence de la mer, le titre n'est pas anodin, parce qu'en fait, cette femme va garder le silence, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est dans mes souvenirs, va garder le silence tout le long jusqu'à son départ. Parce qu'en effet, elle a des sentiments naissants pour cet Allemand, mais cet Allemand est son ennemi, et elle est pour sa patrie. Et donc quand bien même les sentiments seraient là, elle sera toujours du côté de son pays. Quand bien même cet Allemand a l'air d'être un homme lambda, humain, etc., qui peut avoir ses qualités. Je vais peut-être vous lire un morceau de la 4e couverture, écrite dans les premiers mois de l'occupation, à une époque où grande encore était, même pour des esprits avertis, la tentation de s'entendre avec un vainqueur aux gants de velours. Elle avait un but parfaitement précis. Montrer aux hésitants que le meilleur des Allemands possibles était lui-même une dupe ou une victime. Si le silence de la mer a glorieusement survécu aux événements qui l'avaient rendu nécessaire, c'est sans doute qu'à travers la circonstance passagère, éphémère, l'auteur a su atteindre et réunir les qualités qui donnent à un sujet semblable sa valeur permanente. La pureté du style, la force de l'expression et le sentiment profond du pathétique, de l'émotion poignante, qui a de tout temps accompagné un thème éternel, de Tristan et Iseux au Cid et à Andromaque, l'amour entre ennemis. Donc voilà pour mes petits achats de braderie de 4,68, ça m'a coûté 80 centimes, ça va. Je vais passer à mes achats en librairie d'occasion. Alors, je m'en suis procuré 4. Alors le premier, j'en ai déjà parlé dans ma pile à lire de l'été. Je ne vais donc pas revenir dessus. Il s'agit des Contes d'Eva Luna d'Isabelle Allende. Je vous renvoie vers ma pile à lire de l'été. Dans la section Songes d'une nuit d'été. Dans la vidéo Ma pile à lire de l'été, je vous explique pourquoi j'ai choisi ce livre, etc., pourquoi il m'intéresse, etc. Donc je ne reviens pas dessus. Là, c'est mes tout derniers achats. Je me suis procuré 2 grands classiques de la littérature française du 19e siècle, qui datent du début du romantisme surtout. C'est d'abord Adolphe de Benjamin Constant. C'est un récit qui a l'air très court, c'est écrit très très gros en fait, donc je ne suis pas sûre que vous allez le voir à la vidéo, mais c'est écrit très gros et je pense que ça fait se lire très très rapidement. Quand j'ai lu la 4e de couverture, il m'a semblé qu'Adolphe n'était pas une personne que j'aurais aimé dans la vraie vie. Pas une très belle personne. Je vais vous lire la 4e de couverture si jamais vous ne connaissez pas Adolphe. Dans Adolphe, un homme s'efforce de briser les chaînes d'une liaison amoureuse dans laquelle il s'est, comme malgré lui, fourvoyé. Un marivaudage tragique, où la difficulté n'est point comme chez Marivaux de faire une déclaration d'amour, mais une déclaration de haine. Voilà. Mais ce livre, sèchement cruel, brille de 1000 feux contradictoires. Chant de victoire d'un amant délivré d'une femme devenue encombrante, il est en même temps le champ clos où s'éprouve l'impossibilité de vaincre quiconque si ce n'est soi-même. Adolphe, qui a trop durement tranché ses liens affectifs, est étrangement contraint de les retisser par l'écriture. Un travail de réparation se superpose au travail de la séparation, où le langage puise ses forces et s'épuise, incertain du rivage où la vérité s'offrira. Adolphe s'inscrit dans la grande tradition des romans sentimentaux dans la lignée de La Princesse de Clèves et de Manon Lescaut. Pas sûr que ce sera mon livre préféré, étant donné le sujet, mais bon. Deuxième grand classique de littérature française qui est en 2 tomes, c'est Delphine de Madame de Staël, qui se présente sous la forme d'une correspondance. Alors, Madame de Staël, j'avais tenté une fois de la lire avec Corinne ou l'Italie et je me suis assez vite arrêtée, j'arrivais pas à entrer dans l'histoire et j'arrivais pas à me faire à la narration, au style de narration. Je sais pas, ça me plaisait pas trop. Mais je pense que potentiellement Delphine me plaira mieux en raison de la forme de la correspondance qui est une forme qui me plaît beaucoup. Pareil, je vais vous lire la 4e de couverture, si jamais vous ne connaissez pas. Il me semble que c'est sa grande œuvre. Bon, j'en suis pas sûre, mais il me semble que Delphine, ça fait partie de ces grandes œuvres qui sont souvent appréciées.
Dans le monde aristocratique que la Révolution s'apprête à balayer, un principe de conduite l'emporte sur tous les autres. Le respect des convenances. Pour avoir voulu sauver l'honneur d'une de ses amies, Delphine commet une imprudence qui la perd de réputation auprès de Léonce, l'homme qu'elle aime et dont elle est aimée. Sous le prétexte d'intercéder en sa faveur, sa tante, Sophie de Vernon, achève de compromettre Delphine et convainc Léonce d'épouser sa propre fille. Roman épistolaire publié en 1802, Delphine dépeint tous les mouvements de l'âme amoureuse et préfigure le ton et la manière des romantiques. En quatrième de couverture du deuxième tome, on a une citation de Benjamin Constant, donc l'auteur d'Adolphe, qui dit « Delphine, 3 petits points, tout le monde l'a lu ou veut le lire ». Donc ça a dû être un grand succès en son temps. Donc voilà pour mes achats en librairie d'occasion. Maintenant, je vais passer à mes trouvailles en boîte à livres. Hop là. Donc voilà ce que j'ai trouvé en boîte à livres. Donc il y a 4 titres en tout. Alors, comme précédemment, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé dans ma pile à lire de l'été, toujours dans la catégorie Songes d'une nuit d'été, c'est Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, un grand classique de la littérature française. Moi, à part La chef de Monsieur Seguin, je ne connais rien des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Ensuite, deuxième trouvaille, c'est un classique de la littérature française du XXe siècle. Je ne sais pas vraiment si ça va me plaire ou pas. J'ai peur que ça m'ennuie. C'est Journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos. Alors là, il n'y a pas de résumé. Je vais aller voir sur Livre Addict s'il y a un petit résumé quelque part. Le nouveau curé d'Ambrécourt, un jeune prêtre plein de zèle, s'installe dans sa paroisse. La fragilité de sa santé est largement compensée par son énergie morale et son ardent désir d'aider ses paroissiens à sortir de l'ennui qui les ronge. Mais, accaparé par les multiples soucis de sa vie quotidienne, dont le manque d'argent n'est pas le moindre, incapable d'accomplir son ministère avec une autorité suffisante, il accumule les maladresses. Pour supporter l'indifférence et la vulgarité qui l'entourent, le jeune prêtre ardent et malade tient son journal avec un soin méticuleux. Ouais, je sais pas. Alors là, en quatrième de couverture, en fait, on n'a que des citations super élogieuses du livre. Donc, par exemple, ce livre d'une puissance singulière est plein de beauté, de grands éclairs de sombre amour et de foi. Ou encore, le don magnifique de Bernanos, c'est de rendre le surnaturel naturel. Il y aurait donc une part de surnaturel dans ce livre. En tout cas, la quatrième de couverture que j'ai lue, le synopsis que j'ai lu sur Livre Addict n'en fait absolument pas mention, mais ça pourrait être hyper intéressant. Le journal d'un curé de campagne est à n'en pas douter le chef-d'œuvre de Monsieur Georges Bernanos. C'est un livre bouleversant. Ou encore une œuvre capitale, tout dans ce livre est simple, sobre et grand. Voilà. Ou encore enfin, Bernanos est un incomparable sculpteur de la personne humaine. Voilà, donc là, ils n'ont pas lésiné sur les citations, il y en a 50. Est-ce que vous l'avez lu et qu'en avez-vous pensé? Sur Livre Addict, c'est plutôt mal noté. Il n'a que 13,5 sur 20, c'est pas foufou. Peut-être qu'il retournera en boîte à livres. Alors, un grand classique de la littérature américaine du XXe siècle cette fois-ci, c'est Autant en emporte le vent en 2 tomes. Je pense que jamais je ne me serais tournée vers ce titre si je n'avais pas entendu ces derniers temps des booktubeuses que je suis en parler. Je pense que ça peut potentiellement me plaire puisqu'en fait on est vraiment dans ce même schéma que j'évoquais dans ma dernière vidéo d'une femme qui va devoir agir pour reprendre sa vie en main. Donc là on suit Scarlett O'Hara, il me semble, qui fait partie d'une famille aristocratique à la base. On est en pleine guerre de sécession. Elle fait partie du camp du Sud, d'accord, du camp des esclavagistes, finalement. Après, je ne sais pas quelles sont les opinions politiques de Scarlett O'Hara, on verra. Le fait est qu'il me semble que suite à un retournement de situation dramatique, eh bien, elle tombe, elle et sa famille, dans la pauvreté. Et il me semble qu'on va suivre ces diverses entreprises pour sortir la tête de l'eau, en fait. Voilà. Et enfin, un autre livre dans une superbe édition. Quand même, pareil, je l'ai trouvé en boîte à livres, j'étais très contente. Les Pays lointains de Julien Green. Je n'ai jamais rien lu de lui. Donc c'est un auteur français mais qui a vécu aux États-Unis. Voilà, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié. Je n'ai jamais lu. J'ai une autre de ses œuvres dans ma bibliothèque qui s'appelle Moira. Alors, j'en ai entendu parler très récemment grâce à la chaîne de Marie de Délivrez-nous. Et elle disait que elle l'avait trouvé dans la bibliothèque de ses parents, qu'elle l'avait lu dans sa jeunesse et qu'elle l'avait à ce moment-là énormément aimé. Et qu'a posteriori, après avoir lu très récemment Autant en emporte le vent, eh bien, elle avait fait un lien entre les 2 œuvres. En fait, elle a l'impression que Julien Green s'est potentiellement beaucoup inspiré d'Autant en emporte le vent. Est-ce que je vais trouver un synopsis? Alors,
Donc synopsis des pays lointains de Julian Green. Accueillie avec sa mère par ses riches cousins du Nouveau Monde, Elisabeth, jeune Anglaise, s'ennuie à mourir dans la plantation de Deanwood. Un soir de bal, elle rencontre Jonathan. C'est le coup de foudre, mais sans cesser de penser à lui, elle est courtisée par son autre cousin, le charmant Ned. Dans la bonne société du Sud, peut-on aimer deux hommes? Le drame est à la porte. Donc là, c'est vraiment l'histoire d'amour qui a l'air d'être au centre, alors que dans Autant n'emporte le vent, je pense qu'il y a potentiellement une histoire d'amour, mais que c'est peut-être pas, c'est très loin d'être la seule chose qui occupe le lecteur. Et enfin, mes achats en librairie, donc ces livres achetés au prix neuf, j'en ai acheté 3. Donc ces 3-là, je vais commencer peut-être par un roman dont on a beaucoup parlé sur YouTube. C'est un roman de fantasy, je crois. Comment est-ce qu'on le... Fantasy historique un peu. Et il s'agit tout simplement... Il s'agit de Babel de R.F. Kuang. A priori, c'était pas un livre qui m'attirait beaucoup, même après les diverses présentations réalisées par les booktubers. Quand je l'ai vu en format poche, je me suis amusée à lire 1 ou 2 extraits et je trouvais que c'était bien écrit et que l'histoire d'emblée me happait. Quand le charme opère direct comme ça, généralement, je m'achète le livre. Même si souvent, une fois que je rentre chez moi et que je décide de lire la première page, le charme a disparu. Alors là, ce qui m'attire, c'est vraiment l'ambiance universitaire, érudite, autour de la traduction, tout cet univers magique tissé autour du langage, en fait. Ça a l'air hyper passionnant. Alors, 4e de couverture. 1828, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Et là, on a une petite citation de Samantha Shannon, qui est l'autrice du Prieuré de l'Oranger. Un chef-d'œuvre qui confronte le pouvoir et le savoir, Babel est un roman saisissant sur la cruauté de l'Empire et sur la face sombre des sociétés académiques et un mélange extraordinaire de fantaisie et fiction historique, une réalisation monumentale. Et enfin, pour les 2 livres restants, on passe sur plutôt du documentaire. Je commence par une fiction documentaire qui est Une année en Grèce antique de Philippe Matsizak, plongé dans la vie quotidienne des habitants de la Grèce antique. Alors, je vous en avais déjà parlé, j'avais lu il y a quelques années Un jour dans la Rome antique d'Alberto Angela, que j'avais énormément aimé, et qui est sur ce principe-là, où on suit des personnages dans leur vie de tous les jours, dans une fiction donc, mais qui sert en fait à nous apprendre des choses sur la vie quotidienne à une époque donnée, dans un lieu donné. Alors je ne sais pas si c'est Alberto Angela qui a impulsé, qui a donné la tendance, voilà, de décrire de cette façon-là des documentaires en recourant à une fiction légère, hein, on n'est pas dans la psychologie fouillée des personnages, c'est vraiment un prétexte, c'est vraiment le récit qui est un prétexte pour apprendre des choses. Comme on voit à la télévision, hein, parfois on a des fictions documentaires comme ça. Donc là, on a vraiment du récit qui est entrecoupé par des points de civilisation en fait. Par exemple, on a un récit dans lequel on suit la mariée. Donc on a d'abord, on suit un petit peu son histoire et à un moment donné, on a un petit point, voilà, un petit paragraphe. Les épouses dans la Grèce antique. Donc là, la 4e de couverture nous donne un petit peu le contexte et le fil narratif conducteur qui va nous servir à apprendre des choses. 248 avant Jésus-Christ, à la fin des Jeux Olympiques au temple d'Héra à Olympie. Iphita, la fermière constamment déçue par son fils, Persaios, le diplomate épuisé par les frasques du roi de Macédoine Ptolémée, Trata, l'esclave en quête de liberté, et 5 autres citoyens viennent de toute la Grèce. Ces personnages ont dû braver bien des périls pour arriver en ce lieu. Découvrez dans ce livre leur parcours, raconté comme dans un roman, mais replacé dans leur contexte grâce à de nombreux encadrés. Et vivez la vie quotidienne des citoyens grecs pendant l'Antiquité. Et enfin, donc là on sort totalement de la fiction et on est plutôt dans du reportage journalistique et il s'agit de Une saison de Machette de Jean Hatzfeld.
Alors c'était un sujet qui m'intéressait depuis assez longtemps et il s'agit d'un ouvrage sur le génocide du Rwanda. Alors Jean Hatzfeld est un journaliste qui n'exerce plus aujourd'hui, mais qui a couvert à l'époque, en 91 il me semble, est-ce que je dis des bêtises, qui a couvert le génocide rwandais et ça a donné lieu à plusieurs livres. Donc là dans ce livre-ci, il va recueillir la parole des acteurs du génocide. Dans une prison du Rwanda, Jean Hatzfeld fait parler les acteurs hutus du génocide. Des hommes qui durant des semaines ont tué leurs voisins avec la claire idée de les faire disparaître. Ils s'expriment ici sans souci d'atténuer leurs responsabilités. Jamais aucun génocidaire du siècle n'a témoigné de cette façon. C'est ce qui fait d'une saison de Machette un livre exceptionnel, unique et d'une force sans exemple. Et en fait, en lisant un petit peu l'introduction, j'ai découvert qu'en fait, avant une saison de Machette, Jean Hatzfeld avait d'abord, dans un premier ouvrage, recueilli la parole des rescapés, dans le livre Dans le nu de la vie. Et donc, dans celui-ci, il recueille la parole des acteurs du génocide. Donc c'est intéressant de s'intéresser aux victimes et aux bourreaux, d'avoir un tableau complet en ayant les deux camps. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant. J'espère que ça va pas être trop difficile à lire d'un point de vue humain, quoi, hein, je veux dire. Parce que évidemment, c'est un livre qui a bien des raisons d'être hyper dérangeant. Donc voilà, c'en est tout pour ce book haul de ces derniers mois et c'est déjà bien assez, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, comme d'habitude, lu l'un de ces livres, ce que vous pensez de ces titres, s'ils vous intéressent, etc. Et je vous dis, je l'espère, à bientôt. Ciao!